On va commencer du coup. Ils sont en train de... L'équipe est en train de terminer pour apporter le deuxième micro qu'on va utiliser pendant le temps d'échange avec l'audience, mais on va pouvoir commencer. Alors merci à toutes et à tous d'être présentes et présentes aujourd'hui pour cette conférence débat L'art doit-il être gratuit et à quel prix? Une conférence organisée par le groupe Culture de la France Insoumise, qui est co-animé par Daniel Attala, ici présente, Victoire Dietelme, ici présente également, et moi-même, Martin Mendiara. On en profite aussi pour vous informer que le groupe Culture propose une seconde conférence demain à la même heure à 14h30. Je n'ai pas exactement la salle, mais qui se nomme Quel service public de la culture face à Amazon, Netflix et Ubisoft, qui s'articule vraiment dans un diptyque entre cette conférence d'aujourd'hui et la conférence de demain. Tout ceci étant dans la continuité des travaux que nous avons faits durant le confinement et durant la crise sanitaire du Covid-19 qui continue encore aujourd'hui, sur les leçons de politique culturelle à retirer, et qui ont été mises en lumière par la crise sanitaire dans la culture comme dans de nombreux autres domaines. Donc, l'art doit-il être gratuit et à quel prix? Je vais faire une petite introduction avant de laisser la parole à nos intervenantes et à nos intervenants. Tout d'abord, l'art doit-il être gratuit? Comme je disais, cette conférence se place dans la continuité de ces travaux que nous avons réalisés durant la crise sanitaire du Covid-19, dont vous pouvez retrouver les deux notes à ce sujet sur le site de la France Insoumise dans la rubrique de l'espace programme. Ces deux notes, elles viennent du fait que nous avons remarqué que le confinement a entraîné un foisonnement de propositions artistiques et culturelles gratuites qui ont principalement été diffusées via l'outil numérique. Alors on a pu voir des bibliothèques solidaires en ligne, des structures publiques comme l'Institut national des archives, l'INA, qui a rendu accessibles ces contenus durant la durée du confinement, ainsi que l'Opéra de Paris ou de nombreux CDN comme ceux de Rouen ou de Nanterre, qui ont permis d'accéder à des captations de spectacles gratuitement durant le temps du confinement, en plus de bien d'autres structures. On a parlé également aussi du MK2, des cinémas MK2 qui ont rendu accessibles les films qu'ils ont dans leurs archives, et toute cette diversité de foisonnement qui avait des raisons et des objectifs différents selon les structures, a au moins posé une question, au moins une première et beaucoup d'autres, qui était de pourquoi est-ce que cette gratuité ne continuerait pas après le confinement. Et on a pu le voir que le libre accès à toutes ces propositions a été assez salutaire durant ces périodes troubles et perturbantes. Donc ça a permis de faire ressurgir la thématique de la gratuité d'accès. Un sujet qui est assez régulier et récurrent dans l'histoire de la réflexion autour de la démocratisation culturelle. Un sujet qui a souvent été clivant et pardon, excusez-moi, je retrouve mes notes, qui a souvent, cette option de la gratuité a souvent été envisagée dans les travaux de politique culturelle, de démocratisation culturelle. C'est le cas par exemple des bibliothèques dont l'ensemble des contenus est généralement gratuit pour les jeunes, toute une série de mesures qui pourraient être étendues encore plus longtemps, pour l'ensemble de la population, pardon. Le livret culture de la France Insoumise également en 2017 et encore aujourd'hui dans l'Avenir en commun aborde la question de la gratuité en proposant notamment d'étendre la gratuité à l'ensemble des musées et des espaces culturels recevant des subventions publiques, à commencer par un accès gratuit tous les dimanches pour ensuite s'étendre sur le reste des jours de la semaine. Et cette question de la gratuité, elle n'est pas bien entendu une solution miracle pour atteindre les objectifs et les horizons de la démocratisation culturelle. Je pourrais par exemple citer Zoé Sfez, journaliste sur France Culture, qui faisait remarquer en avril dernier que la gratuité de l'art est aussi peut-être perçue également comme une déperdition de sa valeur. Alors quelle valeur, bien entendu, vous parlez de valeur monétaire ou d'autres ordres d'échelle de valeur, mais c'est également cette gratuité un
un élément qui ne résout pas tous les problèmes, bien entendu. Beaucoup d'autres problèmes se posent pour cette question de la démocratisation culturelle, qui concerne par exemple des questions sociologiques, des questions d'enseignement artistique et culturel. Et la gratuité peut être un premier pas, un outil, mais elle ne semble pas être une solution miracle, néanmoins une piste à explorer et une piste très riche à explorer. Et bien entendu, une question budgétaire se pose dans la gratuité des propositions artistiques et culturelles. Et à notre sens, au sens des réflexions que nous menons et que nous avons menées depuis 2017 pour préparer l'échéance à venir de 2022 et le projet de société que nous allons proposer aux Françaises et aux Français, on pense que cette question budgétaire ne doit pas être vue comme un problème, mais au contraire, qu'elle doit être l'occasion d'aller jusqu'au bout d'un combat crucial et important qui est celui de l'exception culturelle. C'est-à-dire de sortir définitivement les arts et de la culture de l'emprise du marché, et que ce facteur budgétaire qui a si souvent mortifié et fait souffrir nos politiques culturelles devienne enfin une affaire dépassée. Et ce foisonnement de la gratuité, il nous a aussi rappelé l'importance des arts et de la culture comme expérience personnelle et collective essentielle aux citoyens pour appréhender le monde et développer un rapport propre et sensible avec ce qui l'entoure. Ça a été le cas principalement, comme je disais, dans cette période troublante du Covid-19, mais bien entendu, c'est le cas dans un quotidien complet, crise sanitaire ou non. Et en somme, tout ceci, ce foisonnement d'art et de culture, il est utile et crucial à l'émancipation. Et à notre sens, cette émancipation, c'est l'objectif plein d'un service public de la culture. Joseph Jacotot, qui était penseur et pédagogue, qui était très actif en Bourgogne durant la Révolution de 1789, disait qu'une communauté émancipée est une communauté de narrateurs et de traducteurs, et une politique culturelle insoumise doit ainsi se mettre cet objectif, c'est-à-dire contribuer à ce que toutes les citoyennes et les citoyens puissent être les narrateurs de leur propre histoire et les traducteurs du monde qui les entoure. Ce pourquoi, après cette question de l'art doit-il être gratuit, sur laquelle que nous allons aborder aujourd'hui, une autre question se pose relativement rapidement, qui est à quel prix. En effet, les propositions artistiques sont des biens, on peut discuter cette notion de bien, mais en tout cas ce sont des productions qui ont un coût, qui ont des travailleurs derrière elles. Et si la crise du Covid-19 nous a permis de réfléchir sur la gratuité, elle a aussi été un épisode inédit d'extrême précarité pour les travailleuses et les travailleurs de l'art, et une précarité et une situation critique qui continue aujourd'hui encore après cet arrêt total de l'activité et une reprise encore très partielle qu'on voit réalisée de manière un petit peu un peu critiquable sur certains points, et du moins dont on n'arrive pas à avoir une réelle planification du déconfinement de la culture de la part du gouvernement. Il va de soi que si on parle des propositions artistiques et culturelles gratuites, une autre question se pose, comme je disais, celle de la production de ces propositions. Et parce que derrière chaque œuvre, chaque événement, se trouvent de nombreux travailleurs et travailleuses de l'art, parmi lesquels, bien entendu, figurent les artistes-auteurs, les interprètes, les techniciennes et les techniciens, les installateurs et installatrices, les producteurs et productrices, médiateurs, médiatrices culturelles, etc. etc. Et ce concept de travailleurs et de travailleuses de l'art, qui entre autres est proposé par Aurélien Catin et le collectif L'Abuse et le mouvement Art en Grève, il nous semble très pertinent, car il regroupe l'ensemble des professions en lien avec des mêmes structures économiques, et dont la somme des problèmes sociaux, bien que ce soit des professions différentes, trouve souvent des origines communes. Et parmi l'origine de ces problèmes se trouve par exemple la question de la négation du travail artistique, ou la fantasmagorie autour du travail artistique. On a pu le voir dans ce discours assez délirant d'Emmanuel Macron à la sortie du confinement, où il disait que pour créer, il fallait que les artistes soient comme Robasson, qu'ils soient sur leur île avec du pain et du fromage, et qui donnait principalement une impression d'improvisation totale pour des questions qui concernent la vie de nombreux travailleuses et travailleurs, et la vie au final de l'ensemble des Français et des Français. Et cette négation, cette fantasmagorie autour du travail artistique, elle est présente notamment chez beaucoup de responsables politiques, de tous bords confondus. Et en niant que le travail artistique est un travail, on retrouve bien entendu la question du problème de la rémunération de ce temps de travail. C'est-à-dire que si on veut parler de la gratuité, il est clair que les travailleurs et les travailleuses de l'art la connaissent, cette gratuité, souvent avec le temps de travail non rémunéré qu'ils ont, et qui dépasse souvent
le temps de travail rémunéré en l'occurrence. Et aussi le problème de cette négation du travail artistique, ça fait que beaucoup de responsables politiques vont aussi se dire que les artistes peuvent être de facto des pédagogues ou des médiateurs sociaux, alors que ce n'est ni leur formation initiale, ni leur métier, et que cela supprime de fait les postes des vrais pédagogues de profession et de métier, et de formation et de métier, pardon, et ainsi que les vrais médiateurs sociaux. Et à ce sujet, je ne peux que vous recommander le premier chapitre du livre contre le théâtre politique d'Olivier Neveu, un titre volontairement provocateur, un premier chapitre qui se nomme La dépolitique culturelle et qui analyse de manière assez vive et pertinente l'effondrement de nos politiques culturelles contemporaines par absence de volonté politique et par complaisance néolibérale. Enfin, bien entendu, tout cela sert un système marchand où la concurrence est parmi la plus sauvage et où le marché a une mainmise quasi totale sur la carrière de nombreux travailleurs et travailleuses, ce qui infuse une idéologie néolibérale dans la production artistique dès la formation et surtout génère une intense précarité. Tout cela, bien entendu, au détriment de l'intérêt général. À titre d'exemple, les artistes-auteurs, principalement rémunérés par les droits d'auteur ou la vente de leurs œuvres, donc les écrivains, les auteurs de BD, les dessinateurs et les plasticiens, sont parmi ces populations les plus précarisées, avec souvent des absences de statuts sociaux précis. À titre d'exemple, comme je disais, les auteurs de BD, parmi lesquels 53% vivent avec des revenus inférieurs au SMIC, et ce qui est encore plus grave pour les autrices, dont la moitié vit quant à elle sous le seuil de pauvreté. Enfin, ce pourquoi aller vers une gratuité des arts et de la culture demande donc une redéfinition totale d'un système de production et de diffusion des œuvres où l'argent ne règne plus et où tout le monde y gagne, que ce soit les travailleurs et les travailleuses de l'art et l'ensemble des autres citoyennes et citoyens. C'est ainsi que nous avons le plaisir de recevoir Aurélien Catin, qui est artiste-auteur, membre du collectif L'Abuse et du mouvement Art en grève, auteur du livre Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique, qui propose une reconstruction de ce rapport de production et de ce rapport de rémunération dans les arts et la culture, qui va nous exposer cette proposition et cette théorie. Et nous donnerons ensuite la parole à Victoria Klotz, qui est artiste plasticienne, militante insoumise et gilet jaune, qui nous parlera de son expérience professionnelle en tant qu'artiste plasticienne dans son rapport à la commande publique et à la gratuité. Et puis Danielle Artala, artiste plasticienne également et co-animatrice du livret culture, répondra à ces deux interventions et approfondira ce dont nous aurons parlé. Voilà, je vous laisse la parole à Aurélien. Merci Martin. Je vais essayer de me faire comprendre. Vous entendez bien là ou comment ça se passe ici? Peut-être en parlant plus fort encore. Martin est bien meilleur que moi. Ça, c'est le théâtre. Merci à la France Insoumise pour l'invitation. Merci au groupe Culture. Merci à vous d'être présentes et présents. Je vais commencer vite parce que j'ai un quart d'heure et je voudrais m'y tenir. Martin a bien introduit le sujet sur la notion de gratuité, c'est-à-dire qu'il a bien présenté les deux versants de cette gratuité. D'un côté, le versant de la consommation, c'est-à-dire est-ce que l'art doit être accessible gratuitement? Ça, c'est une première question. Et le deuxième versant, qui est celui de la production, est-ce que l'art peut être produit gratuitement? Ça, c'est une deuxième question. Donc, on va voir que ces deux versants sont liés en partie, mais pas tout à fait. Je suis vraiment désolé. Hein. Vraiment très près. Je vais me mettre très très près du micro. Voilà, je vais faire comme pour un tour de chant. Ces deux versants sont donc liés, mais pas totalement indissociables. La meilleure preuve qu'on a de ce fait, c'est qu'aujourd'hui, la production artistique est quasi gratuite, c'est-à-dire que les travailleuses et les travailleurs de l'art sont très peu payés, voire pas payés. Parfois, ils payent même pour travailler, alors que sur un autre plan, l'accès aux œuvres est largement marchandisé et donc payant. Donc on est dans une configuration qui est de l'ordre du travail gratuit, culture payante. Et l'idée de cette conférence, si je comprends bien, c'est de voir comment on peut inverser un petit peu la charge de l'équation. Est-ce qu'on peut avoir des artistes et plus largement des travailleuses et des travailleurs de l'art payés et une culture beaucoup plus libre d'accès, notamment au niveau monétaire? Alors voilà qui pose la question de la propriété intellectuelle.
Moi, je vais parler du point de vue des artistes-auteurs, plus précisément, puisque je suis moi-même auteur et je fais partie d'un collectif, L'Abuse, qui regroupe principalement des plasticiennes et des commissaires d'expo. Donc, je vais partir vraiment du cas art plastique, livre, et puis après, on va voir comment étendre et comment prendre le meilleur dans tout ce qui a déjà été conquis pour avoir un statut unifié. Donc, la question de la propriété intellectuelle est très, très présente dans ce sujet, et notamment le volet patrimonial du droit d'auteur. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore très, très au fait, le droit d'auteur est divisé en deux volets. Il y a le volet moral, c'est la maternité, paternité de l'œuvre, l'inaliénabilité de l'œuvre, etc. Tout ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est de l'ordre de l'usage, de la propriété d'usage de l'œuvre. Et puis de l'autre côté, on a le volet patrimonial, c'est le versant économique du droit d'auteur. C'est celui qui rémunère, qui est censé rémunérer, qui rémunère en vérité principalement des intermédiaires. Dans le livre comme dans les arts plastiques, donc, on dispose de cet outil poussif qui est politiquement très contestable puisqu'il fait découler la rémunération et la reconnaissance du travail artistique d'une propriété et de sa mise en valeur sur un marché, strictement. Un outil donc contestable politiquement et largement inefficace puisqu'on a d'un côté une majorité d'artistes-auteurs qui ne vivent pas de leur activité ou qui en vivent très mal, et surtout des artistes autrices, comme l'a dit Martin en introduction, et de l'autre, des groupes d'édition, des marchands d'art, des plateformes numériques comme Amazon, Martin en a parlé également, qui captent les droits patrimoniaux, qui s'en nourrissent, plutôt grassement, et qui contrôlent la diffusion des œuvres. Donc pour moi, il ne s'agit vraiment pas de réformer le droit d'auteur en faisant du domaine public payant, ni de le renforcer par des directives européennes, par exemple, mais de passer d'une rémunération qui est fondée sur des droits patrimoniaux, qui sont des droits de petits propriétaires, à une rémunération construite autour d'un statut, de régimes sociaux puissants et d'une certaine forme de salaire. Et j'insiste donc sur l'inadéquation de toutes les tentatives de réformer le droit d'auteur. On va voir que c'est un peu comme avoir la corde au cou et tirer très très fort pour aller mieux. On est plutôt en train de courir à la mort. Donc comment couper la corde? Ça, c'est la question qui m'intéresse. Il ne s'agit pas d'abandonner le droit d'auteur demain, ce serait du suicide. Il s'agit de savoir comment on commence à sortir du droit d'auteur comme mode de validation et de rémunération du travail artistique, notamment dans les arts plastiques et le livre. Pour moi, la solution, c'est de se battre, ça va prendre du temps, c'est de se battre pour s'imposer en tant que travailleuse et travailleurs de l'art. Pourquoi les professionnels du spectacle s'en sortent beaucoup mieux, même s'il y a encore beaucoup à faire et qu'ils sont très en danger, on va en parler. Pourquoi leurs mobilisations sont-elles incontestablement plus puissantes, plus percutantes que celles des artistes plasticiennes, plasticiens, que celles du livre? J'ai eu l'occasion de le constater puisqu'on a créé ce mouvement Art en grève qui a très bien fonctionné en décembre dans la foulée du mouvement contre la réforme des retraites, mais qui est encore très très loin d'avoir l'efficacité politique et l'impact de ce que peuvent faire les intermittentes et intermittents. Pourquoi leurs luttes, les luttes de ces intermittents, ont-elles de l'impact, y compris pour les travailleuses et les travailleurs, on va dire, du régime général, notamment en termes d'assurance chômage? Eh bien, c'est certainement pas parce que la nature de leur travail est différente de la nôtre. C'est pas parce qu'il serait plus facile pour elles et pour eux d'obtenir du salaire, de la qualification, des droits sociaux. Et c'est certainement pas non plus, encore moins, parce que les artistes-auteurs auraient une activité si particulière qu'il leur faudrait des dispositifs très spécifiques, complexes, qui induisent forcément de la précarité. Cette vision, c'est une construction politique, une construction sociale qui est très datée, qui prend ses racines notamment dans l'idéologie romantique au XIXe siècle. Et c'est une vision dont nous pouvons, si ce n'est nous affranchir, choisir de nous affranchir, d'essayer de nous affranchir. Donc, celles et ceux qu'on appelle les intermittentes et les intermittents se battent depuis plus de 100 ans. Ils se sont imposés, ils se sont rendus visibles en tant que productrices et producteurs culturels. Et à ce titre, sur le sujet, je vous conseille la lecture d'un bouquin de Mathieu Grégoire, du sociologue Mathieu Grégoire, qui s'appelle « Les intermittents du spectacle, enjeu d'un siècle de lutte ». Et il montre comment, depuis 1919, les luttes des travailleuses et travailleurs du spectacle se sont organisées pour aller conquérir un statut de travailleur. Les intermittents ont conquis le cachet plutôt que les honoraires. Ça, c'est quelque chose qui nous fait défaut et c'est pas du tout pareil. Avec les honoraires, vous versez vos cotisations en amputant vos revenus, c'est-à-dire que vous achetez votre protection sociale dans une logique assurantielle. Le cachet, à l'inverse, c'est du salaire, c'est-à-dire que les cotisations sont versées en plus de la rémunération directe par le diffuseur ou par l'entreprise culturelle. Et c'est donc du salaire commun qui vient alimenter les caisses de la sécurité sociale. Et on va voir que c'est fondamental dans les propositions qui vont découler derrière.
les intermittents du spectacle ont conquis la qualification. La qualification, c'est une invention syndicale au XXe siècle qui permet de sortir du salaire au temps ou à la tâche. Et ils ont conquis enfin, c'est le nœud de la première proposition, un régime d'assurance chômage qu'on appelle couramment l'intermittence. Alors qu'est-ce que le régime de l'intermittence ? C'est une adaptation de l'assurance chômage, jusque-là c'est assez simple. Et en France, l'assurance chômage a été créée sur le modèle, en se servant en prenant pour matrice le régime général de la sécurité sociale. Donc là, on rebobine un peu, on va en 1946. On est aux origines du régime général de la Sécu, comme on le connaît aujourd'hui. Et la Sécu, c'est une caisse unique qui est gérée par les travailleuses et les travailleurs via les syndicats, notamment la CGT à l'époque, qui socialise une partie de la valeur produite à l'échelle du pays tout entier. Ce n'est pas sectoriel, c'est interprofessionnel, c'est toute l'économie qui socialise donc une partie de la valeur par la cotisation et qui attribue du salaire en dehors de l'emploi ou en dehors de la performance marchande, du bénéfice individuel des travailleurs indépendants. C'est la pension des retraités du régime général qui a été bâtie comme la poursuite du salaire après la carrière. Je sors de l'emploi avec mon salaire. C'est un droit au salaire pour les retraités. Et c'est ça que Macron veut, Macron et ceux qui sont derrière lui veulent détruire. C'est pas baisser les pensions. Baisser les pensions, ils y arrivent très bien dans le système actuel de retraite. C'est vraiment casser le droit au salaire hors de l'emploi. Autre modalité de salaire socialisé, c'est le salaire des soignants de l'hôpital public, qui est majoritairement assumé par la cotisation maladie et pas par l'impôt. Il faut vraiment le préciser parce qu'on parle toujours d'impôt quand on parle d'hôpital public, c'est absolument hors de propos. C'est également le revenu garanti des médecins conventionnés, les médecins de ville conventionnés. Ils sont payés par le salaire socialisé de l'assurance maladie qui rembourse les soins. C'est la carte vitale. Donc là, on a des indépendants qui ont un revenu garanti par la socialisation du salaire dans les caisses de sécurité sociale. C'est aussi une invention sociale intéressante dont on pourrait parler. Ce sont enfin les indemnités chômage conçues comme la continuation du salaire entre deux emplois. Et le régime de l'intermittence, c'est tout simplement une adaptation de ces principes aux situations d'emploi discontinues. Ce qui se passe, c'est qu'entre deux engagements, les travailleuses et les travailleurs du spectacle indemnisés continuent d'être payés, mais simplement ils ne sont pas payés par un employeur, ils sont payés par la caisse de salaire de l'assurance chômage. Si on étend ce principe, si on n'est plus à terme payé que par la caisse de salaire, alors on approche du salaire à vie que défend Bernard Friot, le sociologue et économique Bernard Friot, que j'imagine beaucoup ici connaissent. Donc vous voyez qu'à partir du moment où on déconnecte le salaire de l'emploi ou du bénéfice individuel pour les indépendants, à partir du moment où ma rémunération ne dépend plus de l'efficacité commerciale de mon œuvre ou de mon comportement sur le marché de l'emploi, alors on peut commencer à imaginer beaucoup plus facilement une culture plus accessible. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette épée de Damoclès, on n'est plus là en train de se poser la question, si on commence à démarchandiser un peu l'art, comment les artistes vont bouffer ? On n'en a rien à foutre de cette question, elle n'est vraiment pas pertinente. La bonne nouvelle, c'est que le régime de l'intermittence n'est pas réservé aux travailleuses et aux travailleurs du spectacle. Le travail du spectacle n'a absolument rien de particulier sur le plan économique, si ce n'est la discontinuité des engagements. Mais ça, c'est une caractéristique qui est partagée par les artistes-auteurs, qui est partagée par les indépendants qui bossent dans la culture. Je pense aux commissaires d'exposition, aux installatrices et installateurs d'œuvres d'art, aux critiques d'art également. Et c'est une caractéristique qui est également partagée au-delà de la culture par les intérimaires, par les saisonniers, par les chauffeurs VTC, par les livreurs à vélo. Donc il n'y a aucune raison de ne pas militer pour un développement du régime de l'intermittence, absolument aucune raison. Et pour commencer, on peut s'inspirer d'une proposition qui a déjà été travaillée, qui est celle de la CIP, de la coordination des intermittents et précaires, qui propose un nouveau modèle d'assurance chômage, c'est un premier pas, et qui nous dit en substance, en dehors de l'emploi, tout le monde a le droit à du salaire socialisé. Donc, ce que dit la CIP, c'est qu'on fait une annexe assurance chômage pour l'emploi permanent, continu, et une annexe unique pour tous les secteurs où on fait de l'engagement discontinu. Un grand régime de l'intermittence avec le spectacle, les arts visuels, le livre, pourquoi pas le journalisme, je pense aux pigistes, et on peut étendre à l'envie. La CIP propose également, et là ça commence à être intéressant, une entrée dans le régime à 0 heure travaillée, c'est-à-dire une affiliation d'office, et un minimum garanti à hauteur du SMIC. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a un salaire minimum, quoi qu'il arrive, et il est assuré par la caisse de salaire de l'assurance chômage. Et la CIP insiste, il faut retrouver, comme ça a été le cas dans le régime général de la sécurité sociale pendant 20 ans, de 1946 à 1967, une gestion majoritaire par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes des caisses.
Pas par le patronat, évidemment, mais pas non plus par l'État. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment l'État est utilisé, notamment par le patronat, pour récupérer la main, reprendre la main sur la sécurité sociale, qui n'est pas du tout à l'origine une institution étatique. Alors en termes de coûts, en termes de budget, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que la CIP chiffre ça à 11 milliards par an, ce qui est la moitié du CICE. Voilà. Juste, le CICE, c'est 20 milliards d'exonération de cotisations, principalement pour les grandes entreprises par an. Cette idée, c'est 11 milliards. C'est tellement simple à faire. Et derrière, cette valeur qu'on reçoit en salaire, on la produit nous-mêmes, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas besoin de l'emploi pour travailler. Il n'y a aucun souci. On vient de voir donc comment commencer à déconnecter le salaire de l'emploi ou de la performance marchande des indépendants. Comment faire du salaire un droit politique, attaché à la personne, et non plus au poste de travail ou à notre performance sur un marché. Et là, on a vraiment des perspectives pour ouvrir l'accès à la culture, puisque la question des moyens de subsistance des artistes est pliée, et on peut passer au sujet suivant. Maintenant, on va pouvoir commencer à discuter sérieusement du sujet de la conférence, la gratuité des œuvres, la gratuité des expositions, la gratuité des spectacles, etc., sans être pollué par ce faux problème de la rémunération des créateurs. La question, c'est comment assurer un salaire à toutes les travailleuses et tous les travailleurs dès 18 ans et jusqu'à la mort. Et ça, on connaît la formule, il n'y a plus qu'à se battre pour ça. On a quelques siècles pour s'y mettre. L'accès à l'art ou à la production culturelle n'est pas d'abord une question d'argent, à mon sens. C'est d'abord une question de pouvoir. C'est qui décide. Qui décide de ce qu'on lit, qui décide de ce qu'on écoute aussi, et à quel prix. Tout va bien. Et là, donc, aujourd'hui, dans l'art, notamment dans les arts visuels, qui décide, c'est d'une part le marché, les marchands, les collectionneurs, les mécènes, les fondations d'entreprises, etc. Et d'autre part l'institution, un petit peu le ministère de la Culture, les écoles d'art, etc. Et la question de l'argent n'est que la manifestation de ces rapports de pouvoir. Des rapports de pouvoir qui sont très largement en défaveur des artistes, mais aussi du public. Aujourd'hui, le public, on ne peut pas dire qu'il soit très considéré en matière de production culturelle. Or, il n'y aura pas d'émancipation des pratiques artistiques tant que nous resterons dans ce cadre. Et c'est pourquoi, avec la lutte pour un salaire attaché à la personne, et notamment attaché à la personne des travailleuses et travailleurs de l'art, se profile un combat pour l'autogestion, une bataille pour l'autogestion de la production artistique et culturelle. Comment chasser Vuitton de l'art contemporain? Comment assécher Hachette? Ça c'est un peu dur à dire. Comment, je m'en doutais, comment se passer d'Amazon aussi, Martin en a beaucoup parlé dans son intro, comment repousser Roselyne Bachelot aussi, puisqu'on n'a pas vraiment besoin de cette dame et de ses fonctionnaires qui malheureusement souffrent beaucoup en ce moment et ne font que nous dire leur impuissance devant le politique. Eh bien, encore une fois, regardons du côté du régime général de la sécurité sociale. C'est vraiment un bon outil quand même, la Sécu, et c'est pourquoi elle est si attaquée. Au-delà du salaire, la Sécu permet de faire de l'investissement, de faire du financement socialisé. Alors ça, c'est un autre truc encore, peut-être encore mieux. On prend l'exemple de l'hôpital public. À partir de 1958, l'hôpital public en France, et notamment les CHU, sont sortis de terre grâce au financement par cotisation de la sécurité sociale. On n'a pas fait appel, évidemment, au marché de capitaux, on n'a pas besoin d'eux, et on n'a même pas fait appel à l'impôt. L'État n'a pas eu besoin de lever d'impôts. On a socialisé une partie de la valeur produite par les travailleuses et les travailleurs. Le journaliste Pierre Rimbert propose d'appliquer cette formule à la presse. Il nous dit en gros, instaurons une nouvelle cotisation sociale et finançons une presse d'intérêt général, c'est sa formule, indépendante des puissances d'argent, pluraliste, mieux produite et plus accessible. Dans mon bouquin, Notre condition, que j'avais prévu de vous proposer à la sortie mais qui n'est pas arrivé à temps, je suis vraiment un très mauvais vendeur, je reprends son idée, je l'applique au secteur culturel et je propose la mise en place d'une nouvelle cotisation sociale, donc quelque part d'une nouvelle caisse de la sécurité sociale pour la culture, avec un taux, là ça va être un petit peu technique pendant 3 lignes, mais c'est vraiment pas grand-chose, avec un taux de 0,1% appliqué à la valeur ajoutée marchande. Donc la valeur ajoutée marchande, c'est la valeur économique nouvellement produite chaque année par toutes les entreprises. C'est voilà, la valeur qu'on peut socialiser de façon monétaire. Donc on fait une cotisation, on met en commun 0,1% de tout ça, et ça fait 0,1% de 1400 milliards par an, ça fait 1,4 milliard pour financer la culture. C'est beaucoup, hein. Pour financer donc une production culturelle autonome, en partie démarchandisée, pour la gratuité, on en discutera plus tard, et surtout non capitaliste. Alors comment ?
En alimentant un réseau de caisses d'investissement géré par des assemblées composées de représentants syndicaux des travailleurs de l'art, d'artistes, de chercheurs, d'élus locaux, de citoyens tirés au sort. Ce réseau de caisses serait chargé d'attribuer les financements à l'échelon approprié. C'est-à-dire pour un grand établissement public, ce serait une caisse d'échelon national ou départemental, mais pour une association locale ou une galerie municipale ou un collectif d'artistes, ce serait à l'échelon local, ce serait une assemblée locale. Deux catégories de structures seraient susceptibles de bénéficier de ces ressources socialisées. D'une part, les établissements publics ou à mission de service public qui sont en contexte néolibéral délaissés par l'État et les collectivités. Je pense au Centre Pompidou, par exemple, mais aussi à des galeries municipales ou à des FRAC. Ou les bibliothèques, par exemple, les bibliothèques municipales, les médiathèques. Et deuxièmement, les structures privées à but non lucratif qui existent déjà, qui sont pléthores, vous en faites sans doute partie, mais qui vivotent dans une précarité affolante, les galeries associatives, les maisons d'édition coopératives, les SKIC, les collectifs d'artistes, etc. Et évidemment, le conventionnement de cette sécurité sociale exclurait joyeusement les fondations d'entreprises, les galeries d'art dites marchandes, les groupes d'édition, les plateformes capitalistes comme Netflix, etc. Le but, c'est bien de les remplacer, de les faire crever. On pose sérieusement ici la question du pouvoir, de qui décide en matière d'art et de culture. Et pour ce qui est de la gratuité, on pourrait tout à fait ouvrir le débat en prenant des mesures symboliques. Par exemple, en augmentant très très légèrement le taux de cotisation de 0,01 ou 0,02% pour financer la gratuité totale des musées. Ce serait très facile à faire. Voilà. Donc en tout cas, à mon sens, le prix de la gratuité, ce n'est pas que les artistes ne soient pas payés, c'est que les capitalistes ne le soient plus. Voilà. Je m'arrêterai là. On m'entend bien? Oui. Merci pour l'invitation. Merci Aurélien pour ton intervention. Je parle assez fort. Ouais, là. Par rapport à la question qui a été posée en liminaire, moi je vais plutôt vous parler des conditions économiques du geste artistique, à partir de mon expérience personnelle, qui est commune à bien des artistes, mais qui est aussi singulière, tant il existe assez peu de modèles auxquels se conformer. Chacun dans notre coin, on bricole un système économique comme on peut, et souvent à partir de son capital initial. Alors moi personnellement, j'ai fait le parcours académique en arts plastiques actuel. École des Beaux-Arts dans les années 90, dans une école du Sud-Ouest, qui à l'époque n'était pas une école, qui n'était pas un véritable tremplin à la réussite. Diplôme avec les félicitations du jury, passage dans les bureaux de la DRAC pour présenter mon travail, ma production artistique, obtention d'une bourse, d'une première bourse d'aide à la création. Et puis ensuite, les expositions se sont enchaînées à un petit rythme. Au début, à un niveau sur un territoire plutôt régional, et puis au fil du temps, sur le territoire national dans son ensemble. Donc ça fait 22 ans que je travaille en tant qu'artiste plasticienne. Dès le départ, j'ai choisi de ne pas avoir un deuxième métier. Voilà, j'ai voulu travailler comme un funambule, mettre toute mon énergie dans ma pratique artistique. Et assez naturellement, je me suis tournée dès le début vers des partenaires de travail qui étaient plutôt des collectivités territoriales ou des associations subventionnées par l'État. Réciproquement, les gens qui s'intéressent à mon travail sont plutôt des acteurs du public et non du privé. Ça s'est fait sur affinité. Voilà, tout de suite, j'ai senti que je me sentais mieux avec des partenaires publics que privés. Et puis ma production, les formes que je produis se trouvent plutôt bien dans le milieu institutionnel. Aujourd'hui, je dirais que c'est aussi un choix politique. Je ne suis pas présente sur le marché de l'art. Je ne suis pas cotée. Je ne vends pas ou très peu mes œuvres.
Les seules fois où je les vends, c'est dans des collections publiques. Je ne travaille donc pas avec les marchands d'art, hein, je n'ai pas de galerie. Mes revenus sont constitués de commandes publiques, essentiellement, et aussi de droits d'exposition. Alors, c'est-à-dire que soit on me commande une œuvre, voilà, une collectivité territoriale me commande une œuvre pour qu'elle soit installée quelque part de manière pérenne, dans un espace public par exemple, voilà, ou que ce soit en extérieur ou dans un bâtiment public. Et dans ces cas-là, c'est donc un achat d'œuvre. Ou alors on me demande d'exposer une œuvre de manière temporaire. Et là, on me rémunère en droit de présentation. Voilà, on appelle ça comme ça. Bon, on peut voir ça un petit peu comme un prix de location, hein, c'est-à-dire que pour chacune de mes œuvres, voilà, j'ai une fiche technique avec un forfait, voilà, comme un forfait de location. Donc en premier début de réponse à la question qui a été posée, moi je dirais que je ne travaille jamais gratuitement. Je le dis souvent quand des gens m'appellent pour me solliciter, c'est en général ce que je dis dans les premières minutes. Tout simplement parce que je n'ai pas les moyens de travailler gratuitement. Je sais que certains artistes le font, soit parce qu'ils ont un deuxième métier et donc un salaire. Voilà. Mais à mon avis, ça fausse un peu les règles du jeu. Soit qu'ils ont un soutien familial, ou qu'ils sont riches, ou tout simplement parce qu'ils sont en fin de carrière et qu'ils peuvent se permettre de travailler gratuitement. Soit qu'ils sont au RSA et qu'ils préfèrent ne rien déclarer, par exemple. Voilà. Mais dans tous ces cas, le coût de ce travail est porté par quelqu'un, par quelque chose. Voilà. Moi, je dis souvent que je n'ai pas les moyens de financer les politiques culturelles par du travail bénévole. Et d'ailleurs, pendant le Covid, j'ai absolument mis aucun contenu en accès gratuit. Voilà. Moi, je me suis occupée de cultiver mon jardin pendant le Covid, pendant le confinement. Parce que oui aussi, moi je finance aussi les politiques culturelles, dans le sens où ça m'arrive de payer des impôts. Et voilà, et donc pour payer des impôts, il faut que je sois rémunérée de manière décente. Alors après, si on entend le mot gratuit comme un geste qui est fait sans qu'il n'en coûte rien, là je vais vous parler des conditions de production, voilà, des coûts de production. Je dirais que non, il n'en coûte jamais rien, que même dans les formes les plus dématérialisées de l'art, il y a toujours une dépense d'énergie. Rien que pour allumer un ordinateur et produire une image sur le web, voilà, il y a de l'énergie, ça a un coût. Ou même pour déplacer un artiste qui va venir performer une situation, ça a un coût aussi. Pardon ? Pour ? Oui, penser aussi, ouais. Alors moi, personnellement, je suis dans une forme d'art assez coûteuse en moyens de production. Voilà, je réalise des œuvres dans l'espace public, des choses qui relèvent de la sculpture, de la construction architecturale, de l'installation. Donc je suis souvent dans des échelles monumentales, voilà, des choses qui s'installent dans le paysage, dans des jardins, des parcs. Je travaille beaucoup avec des institutions muséales qui ont des espaces naturels, enfin, ou des espaces verts. Ça m'arrive aussi de travailler avec des institutions qui sont plutôt liées à la préservation de l'environnement, des parcs naturels, etc.
Et donc, voilà, ça demande pas mal de coûts en matériaux, de coûts techniques, hein, pour résister aux intempéries, aux dégradations, des engins pour manipuler les œuvres, hein, des camions pour transporter les œuvres. Donc ça induit des coûts de production assez importants et ça correspond à une économie qui fait vivre pas mal d'autres gens que moi. Alors ça va de l'ingénieur du bureau d'études, hein, que je vais payer pour calculer la résistance des matériaux, par exemple, aux artisans qui collaborent, avec lesquels je collabore, des fabricants de matériaux aussi, voilà, etc., etc. Donc en moyenne, la part qui me revient sur un budget global, sur une opération de production artistique, elle se situe en dessous des 30% du budget global. Et plus le budget est important, et plus cette part baisse. Voilà, je peux dire que je serai entre 10 et 30%. Et d'ailleurs, dans le cadre de la commande publique consacrée à l'art, qu'on appelle le 1% artistique, on nous demande, dans les dossiers de candidature, de préciser la quote-part annuelle qui nous revient. Quel est le pourcentage consacré à la production et les bénéfices qui nous reviennent. Donc c'est quelque chose, c'est un critère qui est pris en compte. Voilà. Et ce que j'ai observé, c'est que les collectivités territoriales avec lesquelles je travaille n'ont pas de grandes difficultés à débloquer des gros budgets pour produire des œuvres. Moi, je travaille sur des budgets entre 30 000 et 80 000 euros. Et par contre, celles-ci ont beaucoup de difficultés à nous accorder une rémunération décente. Les négociations sont toujours assez âpres. Et il m'est même arrivé un jour, lors de négociations, qu'on me dise qu'il y avait des raisons électorales pour lesquelles on ne pouvait pas me payer la somme que je demandais. Voilà, parce qu'il ne pouvait pas être dit que sur un budget de 45 000 euros, qu'on allait payer plus de 5 000 euros un artiste pour une œuvre qui a demandé 6 mois de travail. Voilà, donc on en est là. On est dans cette idée bien ancrée en France que l'artiste-auteur n'exerce pas un métier qui mérite une rémunération. Alors que quand on dessine une œuvre et qu'il y a des devis qui sont réalisés, qu'il y a des entreprises qui vont intervenir, il n'y a aucun souci pour accorder les coûts de production de n'importe quelle autre entreprise. Oui, je travaille sur appel d'offres. Ouais. Oui, tout à fait. Dans le cadre de la commande publique du 1% artistique, alors c'est une commande adaptée, ce sont des appels d'offres un petit peu particuliers qui diffèrent des appels d'offres standards. On connaît déjà le montant de la commande. Donc le critère de sélection ne se fait pas sur l'offre à plus bas prix. On a échappé à ça, heureusement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a 3 ou 4 ou 5 artistes qui sont présélectionnés, à qui on demande de dessiner un projet. On est rémunéré pour le dessin de ce projet, entre 1 000 et 5 000 euros, selon le budget de la commande. Et ensuite, il y a un artiste qui remporte la commande et qui réalise le projet. Pardon ? Non. C'est vous qui la proposez. Quand vous faites votre budget prévisionnel, quand vous candidatez, en fait, vous proposez la quote-part que vous réservez. Et je pense que ça fait un peu partie du critère de sélection aussi.
je conclurai aussi par une autre définition de la gratuité, celle qui dirait que le geste n'est ni motivé ni justifié. Comme on dit, quelque chose de gratuit, c'est quelque chose de désintéressé. Alors là aussi, je dirais non. Là non plus, pour moi, ça n'est jamais ni motivé ni justifié, parce que je ne travaille que dans le cadre de commandes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande qui m'est faite de la société pour que je me mette au travail. Alors là, je suis désolée, c'est pas très romantique. Je vais un petit peu casser le mythe de l'artiste maudit qui travaille coûte que coûte. Pour ma part, si la société ne demande pas mon travail, ne désire pas mon travail, je préfère cultiver mon jardin, comme j'ai dit tout à l'heure, ou aller à la pêche, ou faire du militantisme politique avec la France Insoumise, ou en gilet jaune. Voilà, moi je pense qu'il faut abattre cette vision de l'art pour l'art qui place l'artiste en position de donner gratuitement et donc d'être exploité. Je dirais qu'il est intéressant évidemment de mener une réflexion politique sur le statut de l'artiste-auteur tel que le fait Aurélien. Et pour ma part, j'appuierai surtout sur la place que l'État nous accorde en tant qu'acteur économique. Personnellement, je ne sais pas, vous l'avez peut-être ressenti, je me vis un petit peu comme une extension du service public. Je produis des œuvres pour qu'elles soient vues dans des espaces publics, que ce soit des espaces publics en extérieur ou dans des institutions culturelles dont l'accès à l'art est généralement gratuit. Voilà, donc j'ai l'impression d'être une petite part de ce service public. Dans un premier temps, voilà, déjà, si l'État pouvait légiférer sur les modalités de rémunération des artistes, quand les collectivités font travailler les artistes, ça serait déjà une bonne chose. Ce qui actuellement n'est pas le cas. Il y a une vague grille de rémunération qui a été mise en place dans l'année précédente, qui n'est absolument pas contraignante, qui est juste une recommandation où l'État recommande de payer les artistes. Voilà. Je te passe la parole. Eh bien, merci à Aurélien et à Virginia de nous avoir... Pardon. Victoria. Victoria, c'est pas la première fois que je la rebaptise. Moi, ce qui me frappe dans leurs deux interventions, c'est qu'il y a un point commun, en fait. C'est, d'une part, comment sortir de la mainmise du capitalisme sur les arts. Aurélien nous propose une autre vision, une manière de s'en sortir. Et Victoria, elle résiste à ce système capitaliste en essayant de trouver sa voie et surtout de ne pas participer à ce que Aurélien dit qu'il faut se débarrasser, c'est-à-dire les intermédiaires, ces véritables sensus qui sont les gens qui vivent du travail artistique, à savoir les fondations, les galeries, voilà, tous ces gens qui vont à un moment s'interposer, se mettre entre les deux. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, Victoria parlait
des appels d'offres du 1%. D'ailleurs, le 1% qui est rarement appliqué, il faut le savoir, parce que si le 1% à l'architecture était appliqué à chaque fois, mais les artistes plasticiens en France n'auraient aucun problème voilà. Sauf que non, et qu'il n'y a absolument pas de sanction pour cela, et qu'il n'y a rien de prévu par le ministère de la Culture pour aller chercher cet argent, puisque s'ils ne veulent pas le faire, en tout cas on peut reprendre l'argent et le réinjecter pour la vie des travailleurs de l'art. Voilà. Alors moi, ce qui me frappe, c'est effectivement ce désir de se débarrasser des intermédiaires, des gens qui jouent un filtre et qui en fait vont induire quelque chose d'assez étonnant, parce que franchement, je fréquente le milieu des arts plastiques et je connais très peu de personnes qui ne pactisent pas avec les fondations. Et oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et qui même vont payer des fois pour exposer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours dans cette vision capitaliste de la chose, c'est qu'un jour, on pourra devenir célèbre, on pourra devenir un grand artiste et on touchera le jackpot. Voilà. Et c'est vrai que tant qu'il restera des gens pour rentrer dans ce système qui nous produit des Jeff Koons et compagnie, eh bien évidemment, ceux qui ont envie de créer vraiment, dont c'est une nécessité, parce que le travail artistique, c'est une nécessité, ça s'impose, et c'est une profession, et c'est un métier avec des savoir-faire. Voilà. Alors, pour passer de ce que Aurélien propose de la situation dans laquelle nous sommes actuellement, il est évident que ça paraît difficile, sauf peut-être que la France insoumise soit au pouvoir. Mais dans l'état actuel des choses, je doute fort qu'on ait un gouvernement Macron qui rentre dans ce type de proposition. Et du coup, on assiste à des réticences par rapport au raisonnement que propose Aurélien, et notamment, dans ce milieu artistique où on n'est pas intermittent du spectacle, on n'a pas un statut d'intermittent, en tout cas, on ne relève pas de l'intermittence, mais où on a un statut d'indépendant. Ce qui est le cas, ce qui est certainement ton cas, Aurélien, qui est ton cas, Victoria. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs indépendants qui, certes, ont des cotisations minimisées par rapport aux travailleurs indépendants lambda, mais voilà, qui relèvent d'une déclaration 2035 avec voilà, des chiffres d'affaires et oui, bénéfices non commerciaux. C'est ce qu'on appelle la profession libérale. Voilà. Et ces artistes sont défendus par un certain nombre de syndicats. Et là, j'ai envie de poser une question parce que pendant la campagne de 2012, nous avons auditionné un certain nombre de syndicats qui étaient vent debout contre cette proposition d'adapter l'intermittence aux autres catégories professionnels artistiques. Ils n'étaient pas pour. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient rester dans ce système de travailleurs indépendants avec des cotisations diminuées. Alors, moi, je vais poser la question peut-être à Aurélien. Qu'est-ce qu'il pense de cette situation, sachant que un des projets, par exemple, du syndicat CAAP est de mettre en place un centre national des artistes-auteurs qui ne serait plus dépendant donc, du coup des filières. Parce qu'il faut savoir que les artistes vivent de subventions la plupart du temps.
les subventions, ils vont les solliciter auprès de leur... par exemple, pour le syndicat, ils vont auprès du CNL ou auprès des DRAC, ou auprès, quand c'est un auteur, auprès du CNL, si c'est un cinéaste, auprès du CNC, etc. C'est-à-dire ils vont avoir des subventions qui sont liées aux filières et qui donc, ces subventions dépendent en partie des gens qui les exploitent, in fine. C'est-à-dire que c'est eux qui décident s'ils leur donnent ou pas. C'est comme ça, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, si cette idée de rester travailleur indépendant en ayant un centre national des artistes-auteurs qui permettrait de donner des subventions régulièrement et sans passer par les filières, et lesquelles seraient alimentées par... alors, ce que dénonçait d'ailleurs Aurélien, c'est-à-dire les droits d'auteur, hein, et oui, parce que c'est là où on se mord un petit peu la queue, c'est-à-dire c'est le droit d'auteur qui va aller alimenter. Il se trouve que dans les organismes collecteurs perçoivent des sommes extrêmement importantes dont ils redistribuent une certaine partie et dont ils gardent un gros matelas. Et ça s'appelle d'ailleurs les droits collectifs ou les droits orphelins, selon l'occasion, qui ne seront jamais redistribués et qui font l'occasion soit de placements immobiliers, soit de placements en bourse, soit voilà, et qui constituent d'énormes matelas pour ces gens-là. Bon, ça c'est un véritable problème, mais c'est vrai que le projet de ces syndicats, dont le SNAP d'ailleurs, je crois, était dedans, dans cette proposition-là, était d'aller chercher cet argent-là pour le mettre dans un centre national pour les artistes-auteurs. Ton avis, Aurélien? Oui, on fera circuler un micro après. C'est... Je passerai le micro après. Les questions. Vas-y, je t'en prie. Je te passe le micro. Tu veux prendre ma suite? Tu peux y aller, vas-y. Ok. Non, mais je demande à Victoria si elle veut. Si derrière. Oui, alors sur la question, sur la position du CAP, du comité. À l'origine, ça s'appelait Comité des artistes-auteurs professionnels. Maintenant, c'est le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs, un truc comme ça. Oui, on est totalement opposés, effectivement. Il y a une grosse confusion de la part du CAP sur la notion d'indépendance, mais elle vient pas que du CAP, hein, puisqu'on identifie souvent le salaire à l'emploi. Or, le salaire dépasse de loin l'emploi, donc l'indépendance est évidemment antagonique de l'emploi et du lien de subordination qui est un peu la monnaie d'échange contre les droits sociaux lorsqu'on prend un poste de travail. Mais l'indépendance n'est pour moi pas antagonique du salaire. La meilleure preuve qu'on a de ça, c'est que les artistes-auteurs ont déjà des droits de salariés du côté du régime général de la sécurité sociale, puisque leur régime général de sécu, qui est imparfait, est adossé à celui des salariés, et ils ont des droits sociaux de salariés, et ils sont peu nombreux à avoir une pension digne de ce nom, évidemment, parce que c'est pas très adapté au niveau des seuils, mais en tout cas, ils ont une pension de retraite de salariés. Donc voilà, ils ont un salaire, alors qu'ils n'ont jamais touché de salaire. S'ils arrivent à partir en retraite avec une pension correcte, ils ont un salaire, le salaire socialisé de la Sécu. Et le CAP défend ça à raison, et pourtant ne voit pas à quel point, n'arrive pas à comprendre à quel point le salaire a déjà dépassé l'emploi. Autre chose, il y a des outils intéressants qui ont été inventés pour les travailleuses et travailleurs du spectacle, mais aussi pour les journalistes, qui sont le cachet et la pige, qui sont du salaire pour les situations d'emploi discontinu et qui fonctionnent à la présomption de salariat, c'est-à-dire à la présomption de salariat, c'est-à-dire qu'on ne va pas, on ne regarde pas s'il y a subordination. On présuppose que ce sont des salariés et on ne regarde même pas s'il y a une subordination, on paye en salaire. J'ai écrit une pige il n'y a pas longtemps pour Le Monde diplomatique, on m'a demandé, ça n'a absolument rien changé, je n'étais pas subordonné, mais à la fin on m'a demandé, vous voulez être payé en honoraire, en droit d'auteur, ou vous voulez être payé en salaire, en cachet. C'était à la carte.
Voilà, ça n'a eu aucune incidence sur mon indépendance en tant qu'auteur. Enfin, j'ai parlé d'un autre cas qui n'est peut-être pas souhaitable pour les artistes-auteurs, mais qui est une preuve de des inventions sociales qu'on peut faire lorsqu'on se mobilise. C'est le cas des médecins libéraux. Lorsqu'ils sont conventionnés avec la sécurité sociale, ils bénéficient du salaire socialisé dans l'assurance maladie grâce à notre carte vitale. Voilà, donc ils sont totalement indépendants, ils sont libéraux, ils touchent leur chèque, mais sauf que tout ça, c'est solvabilisé par la solvabilisation de la patientèle grâce à l'assurance maladie, et c'est une forme de salaire indirect, à mes yeux en tout cas. Voilà, donc il faut voir aussi que dans les arts plastiques, les choses sont en train de bouger. On a notamment le SNAP CGT qui est en train de se reconfigurer autour d'aller chercher plus de droits au niveau de la sécurité sociale, éventuellement de l'assurance chômage pour les artistes-auteurs. On a un nouveau syndicat qui a été créé, qui est tout petit et balbutiant du côté de la CNT Solidarité Ouvrière. Ça s'appelle le ST2A, Syndicat des travailleuses et travailleurs artistes-auteurs, qui s'est monté autour de la revendication d'une intermittence élargie à toutes et tous. Il y a eu récemment un auteur qui s'appelle, bon j'ai plus son nom, un écrivain qui est quand même un peu installé, qui publie pas mal, qui a lancé un manifeste pour une intermittence des arts et des lettres, qui a été signé par pas mal d'écrivains, écrivaines et aussi quelques plasticiennes, plasticiens. Donc Art en grève était aussi sur ses positions. Il y a eu il n'y a pas longtemps un grand mouvement pendant le confinement qui s'est appelé Ballet Masque Agriculture, qui a rassemblé des intermittents, des artistes-auteurs, des étudiants, des VTC, etc. et qui a beaucoup parlé de salaire socialisé, de salaire à vie. Donc c'est en train de se reconfigurer. Et puis il y a la question évidemment du droit d'auteur. Alors moi, je suis très critique du droit d'auteur individuel, mais mon but, c'est pas de l'atomiser, puisque aujourd'hui, mine de rien, ça sert encore un petit peu, mais c'est de commencer à voir comment on en sort, et comment on en sort par le haut, en fait. Voilà, donc du côté des organismes de gestion des droits collectifs, effectivement, il y a des choses parfois intéressantes, notamment du côté de la SAIF, puisque la SAIF est un des deux organismes qui est très proche du SNAP CGT, qui est un des deux organismes de collecte des droits collectifs, des droits d'auteur collectifs, donc c'est tous les droits de diffusion, de copie, etc. Et la SAIF centralise les droits d'auteur collectifs et les gère de manière, on va dire, coopérative. C'est vraiment une coopérative, donc une personne, une voix au conseil d'administration, c'est des artistes qui gèrent tout ça. Ça, c'est aussi une modalité de gestion du droit d'auteur qui est pas dégueulasse et que je conteste pas et qui peut être intéressante comme piste actuelle. Après, je crois que c'est vraiment le CAP et la Ligue des auteurs professionnels qui a l'initiative de l'idée d'un centre national des artistes-auteurs. Moi, je n'ai pas très envie de partir sur cette idée. Je préfère travailler les thématiques des droits sociaux et du salaire qui me semblent infiniment plus prometteurs. Et je précise qu'il ne faut vraiment pas militer pour des choses qu'on pourrait obtenir maintenant. Ça n'a aucun sens. Militer pour des choses qu'on pourrait obtenir sous Macron ou sous Hollande ou sous Sarkozy, c'est se tirer une balle dans le pied. Enfin, il faut vraiment justement demander des choses impossibles à obtenir maintenant. C'est comme ça que le jour où la fenêtre s'ouvrira, on aura des choses à proposer. Oui. En tout cas, voilà, il y a des solutions et Aurélien nous le montre. Et Victoria aussi nous le montre. Il y a des solutions, il y a de l'argent. Et on sait où le trouver. Franchement, Aurélien a trouvé des pistes. Il y en a encore d'autres. Je peux vous dire que il y a vraiment de l'argent. Oui, non, mais c'est vrai. Ne serait-ce que quand même savoir que le mécénat culturel nous coûte énormément. Hein, il nous coûte énormément et il est déduit du budget de la culture. Donc, ah oui. Et oui, c'est-à-dire, parce que c'est quand même extrêmement pervers, et tout ça pour construire un monde dans lequel nous n'avons pas envie de vivre. Donc des solutions existent, et merci de nous l'avoir fait entrevoir. Et la parole est à la salle. Ou à la plage. Alors, pour répondre, il y avait monsieur, en fait, madame après, et monsieur ici. Bonjour à tous. Merci pour votre présentation avec laquelle je suis d'accord, mais je suis toujours d'accord avec les orateurs, donc c'est un petit problème. Simplement, j'aurais deux questions à préciser. L'une concernant les droits d'auteur que vous avez évoqués, mais je voudrais aller au-delà, en particulier sur la succession des droits d'auteur. Je me semble avoir lu des propositions qui viseraient à ce que les droits d'auteur pour des enfants qui finalement sont peut-être incompétents dans la culture dont ils héritent de leurs parents soient repris dans le domaine public et qui servent à financer en partie les auteurs vivants.
Donc j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Et la deuxième, qui rejoint ce qui a été demandé à côté concernant tout travail mérite salaire, y compris pour les artistes, avec lequel je suis entièrement d'accord. Ayant eu 31 ans de mandat avec de la commande publique, je sais de quoi je parle. Mais quid des artistes amateurs ? Comment vous voyez cette question? Parce que les artistes amateurs peuvent aussi avoir et du travail et du talent, mais qu'ils le font sur leur temps libre ou parce que ça leur plaît tout simplement. Alors, est-ce que tu réponds sur l'héritage et moi je réponds sur... Ouais, et sur l'héritage, surtout des auteurs, et moi sur les artistes amateurs. Oui, effectivement, les droits d'auteur sont perçus au-delà du décès par les héritiers. C'est donc un héritage. Vous parlez des enfants, oui, il arrive que des enfants en perçoivent. En règle générale, ce sont plutôt les intermédiaires qui les perçoivent. À savoir les éditeurs, bon, les gens qui, sont, qui gèrent la carrière d'un artiste, surtout quand il a fait, voilà, quand il a une certaine cote. Donc, et oui, ça c'était une proposition que nous avons faite de pouvoir récupérer au moins, alors laisser quelque chose de l'ordre de ce qui pourrait être une pension de reversion, par exemple, de 10-15 ans, et puis après 10-15 ans, prendre, ça a été ébauché, on va dire, pendant la campagne dernière, la campagne présidentielle dernière, qui serait, à mon avis, à reprendre, parce que, évidemment, ça met vent debout tous les gens voilà, qui défendent leurs intérêts. Imaginez-vous que toute la filière livre, par exemple, ils sont vent debout. Dans le domaine de la musique aussi, aller demander aux héritiers et aux producteurs de Johnny Hallyday s'ils ont envie que ça s'arrête. Voilà, pas du tout. Donc voilà. Pour les amateurs, je te laisse. Et après, je vais dans le sens de Daniel, mais la question qui se posera aussi d'un renversement de situation et d'un rapport aux arts et à la culture qui se fait dans l'intérêt général et non dans celui d'une minorité qui en capte beaucoup de richesses. En effet, c'est vrai que je crois que la vie des successeurs de Johnny Hallyday ou des futurs exploitants de Jeff Koons, etc., je crois que sachant qu'ils se trouvent plutôt de l'autre côté de la barricade, malheureusement, ils vont être un petit peu déçus quand on arrivera au pouvoir. Par rapport à la question d'une rémunération éventuelle de l'art amateur, en fait, je crois que c'est aussi surtout une question des moyens mis dans la potentielle pratique de l'art non professionnel initialement, enfin non pensé comme rémunéré, et en somme de permettre à toutes et tous de pouvoir avoir une pratique artistique qui ne soit pas forcément celle à temps plein et qui ne soit pas forcément celle de leur rémunération. En fait, il s'agit d'avoir des investissements, notamment en termes d'infrastructures et des investissements publics, locaux et soutenus par l'échelle nationale pour permettre qu'en effet cette question de la pratique artistique soit une possibilité pour toutes et tous. C'est-à-dire que notamment d'avoir une multiplication des espaces de présentation et de travail. Et en effet, il est vrai que tout ça est une question de budget. Déjà, le ministère de la Culture fonctionne actuellement avec un tiers du budget pour lequel il a été conçu. Bien entendu, la France Insoumise arrivera, quand nous prendrons le pouvoir, remettront et iront plus loin, c'est-à-dire en remettant ce budget à 1% du PIB, en ne le descendant jamais en dessous et même en allant vers plus loin. Et à partir du moment où on aura les moyens nécessaires pour fluidifier les réseaux et le fonctionnement, il va de soi que c'est à partir de ce moment-là envisageable que dans des pratiques amateurs, par exemple de spectacle vivant ou d'exposition, à partir du moment où de l'argent circule, où des personnes sont rémunérées, même à d'autres postes dessus, même si l'artiste, même qui peut avoir un autre métier à côté, à partir du moment où on est dans une échelle de rémunération où tout le monde gagne quelque chose et où il y a de quoi
payer l'artiste en question, il paraît légitime en effet qu'au vu du travail donné, et au vu que les personnes ont pu en profiter de ce travail en rencontrant cette œuvre, qu'elles puissent toucher quelque chose. Tout ça est une question de budget et de volonté politique, et en tout cas, il est clair que la France insoumise est plus dans cette optique offensive et d'aller pour une multiplication des droits et des moyens qui sont nécessaires pour avoir une politique publique plus que digne de ce nom, mais une politique publique culturelle qui fonctionne. Oui, moi je voulais à la fois dire quelque chose et puis poser une question. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur l'assimilation de tous les arts dans ce débat. La musique, la peinture, la sculpture, la littérature. Parce que il me semble que, pour moi, il me semble qu'il y a une dimension qui manque, c'est le problème de la reconnaissance. À partir de quand est-ce qu'on est reconnu comme un artiste ? Et il me semble que ce problème se pose de façon encore plus cruciale dans le domaine de la littérature. Parce que vous voyez, moi, je sais pas, si je suis là, c'est parce que je suis dans le monde culturel, et je suis artiste moi aussi, et je connais plein d'artistes. Un musicos, ça se reconnaît, un peintre, un sculpteur, ça se reconnaît. Un écrivain, à partir de quand est-ce qu'on passe de auteur à écrivain ? À partir de quand on va pouvoir donner à l'écrivain un statut qui va lui permettre, comme vous disiez tout à l'heure, d'être rémunéré à la personne et pas à l'emploi ? C'est-à-dire, qui va juger ? Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit un livre super qui s'appelle « La valeur littéraire », qui s'appelle Claude Lafarge, où il montre bien les enjeux capitalistes de la reconnaissance, si vous voulez, de la valeur de l'art. Qui reconnaît la valeur de l'art et qui va dire que telle ou telle personne peut avoir un salaire au titre de son activité culturelle. Voilà, c'est une question que je pose. Le micro fonctionne. Ouais, mais tu veux aussi dire deux mots ? Ça va être assez bref. Alors, dans le cas de ce que je propose, il y a deux niveaux. Puisque c'est un peu un mix, quand on parle d'une intermittence, par exemple, on a d'un côté le salaire, ou en tout cas la rémunération que va verser l'entreprise culturelle, l'organisme de presse ou le diffuseur qui fait office d'employeur. Donc ça, la validation, comme aujourd'hui, c'est cette entreprise ou ce diffuseur qui décide de qui est intéressant de diffuser. Puis il y a la deuxième chose, c'est... Tout va bien ? On a perdu une enceinte ? Ok, et ne vous électrocutez pas. Et la deuxième chose, c'est l'accès à cette protection sociale que moi j'appelle, en m'inspirant de Bernard Friot, salaire socialisé, salaire continué. Et cet accès-là, il est indépendant de la nature de l'activité. C'est-à-dire qu'on reconnaît la personne comme potentiellement travailleuse ou travailleur, à l'inverse du capitalisme qui toujours nous suspecte d'être improductif, de coûter, de ne pas être capable. Il faut toujours faire la preuve sur le marché de l'emploi, sur le marché des biens et services si on est indépendant. Là, on a une revendication qui est très claire et la CIP, la coordination des intermittents et précaires, la revendique aussi à travers son nouveau modèle d'assurance chômage. C'est quoi qu'il arrive, on a droit à du salaire via la caisse de salaire de l'assurance chômage dans le pire des cas, de façon indépendante de notre activité. Ce n'est pas l'activité qui est payée, c'est la personne qui est reconnue d'emblée comme étant en capacité de travailler et potentiellement travailleuse. Donc cet accès à ce salaire socialisé, que ce soit dans le cadre du nouveau modèle de la CIP ou le projet abouti de salaire à vie de Bernard Friot, ne pose pas la question de la reconnaissance de la professionnalité. Ça vient après. Dans le cas de Bernard Friot, par exemple, la montée en salaire, la montée en qualification, c'est-à-dire qu'une, deux, trois fois dans la vie, on va pouvoir demander à monter en qualification. C'est ce que propose Bernard. Moi, je ne suis pas encore très, très défini là-dessus, sur mon avis sur la question. Et à ce moment-là, on va avoir un jury de travailleuses et travailleurs, de représentants syndicaux, de personnalités compétentes qui vont regarder un peu ce qu'on a fait et voir si on peut monter en qualif. Mais en tout cas, le premier niveau de qualification nous est assuré
indépendamment de l'activité qu'on mène. Et puis après, deuxième chose sur la professionnalité dans le modèle que je propose, ça se jouerait plutôt au niveau de la sécu d'investissement, c'est-à-dire comment on structure le secteur professionnel. Et à ce moment-là, il y aurait tout un débat, toute une décision démocratique pour décider de ce qu'on veut comme art, de ce qu'on veut comme culture. Mais ce serait plus uniquement le marché qui en déciderait, un petit peu dans l'idéologie libérale, une espèce de main invisible qui déciderait de ce qui est de l'art, de ce qui est de l'écriture, etc. Ce serait plutôt à ce moment-là, même si on conserve un marché non capitaliste, mais ce serait plutôt de l'ordre de la structuration de du milieu professionnel, serait à ce moment-là plutôt de l'ordre du débat démocratique. Ce qui ouvre de nouveaux problèmes, bien sûr, mais qui a le mérite de nous sortir de la merde dans laquelle on est actuellement. Juste pour dire qu'actuellement, il est évident que pour avoir un statut d'artiste, voilà, c'est d'abord, normalement, c'est nous-mêmes qui devrions décider, mais il n'en va pas comme cela. Hein. Si vous êtes dans le milieu de l'écriture, eh bien, ça passe par un éditeur, et si possible, un éditeur voilà, qui est dans l'échelle de ceux qui vont avoir des prix. Qui est présenté voilà. Et c'est cette reconnaissance qui passe par la presse, par les médias, etc. Donc on est vraiment dans un système capitaliste et c'est pas du tout nous ce qu'on tend, c'est vers autre chose. C'est ce dont parle Aurélien, c'est-à-dire d'un autre monde. Et c'est voilà, un autre monde possible, mais en tout cas c'est vrai que celui-là est très critiquable. Questions directement et qu'on réponde à l'ensemble. Donc on en avait monsieur, madame derrière. Ah, excuse-moi. S'approcher un petit peu peut-être parce que je suis sur le câble. T'es au bout. Ça va le faire, hein, ça va le faire. Oui, bah, ça allait bien dans le sens de ta réponse aussi. Moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce que je suis plutôt du côté des intermittents, parce que je suis metteur en scène et voilà, je suis dans le théâtre. Et du coup, ça m'intéressait bien parce que bon, il y a aussi plein de problèmes et de limites à l'intermittence actuelle, mais je vois en quoi elle est quand même infiniment plus souhaitable que la merde dans laquelle sont les artistes-auteurs, que ce soit des plasticiens ou des écrivains. À tel point que, peut-être pour répondre, je ne sais plus quel est ce syndicat là qui s'accroche au mythe de l'indépendance, voilà. Nous, par exemple, on bidouille pour résoudre le problème. C'est un exemple qui peut intéresser des auteurs dramaturges, c'est-à-dire des auteurs de théâtre. Par exemple, actuellement, l'autrice qui travaille avec nous, elle préfère de loin, et nous on s'arrange avec elle comme ça, on bidouille pour qu'elle puisse être intermittente, c'est-à-dire qu'elle renonce à ses droits et tout l'argent qu'on mettrait sur ses droits, et on en met un peu plus, on la salarie exactement comme une comédienne quand le spectacle se joue, et c'est beaucoup plus avantageux, ce qui prouve bien que d'aller vers la socialisation est plus intéressant. Elle préfère et nous on préfère, c'est beaucoup plus juste en fait. Et ce n'est possible qu'à cause d'une bizarrerie de la langue française, qui est que dramaturge, ça veut dire en allemand le conseiller littéraire, donc ça tu as le droit de le déclarer en tant qu'intermittent parce que c'est un dramaturge, mais qu'en français ça veut dire auteur, donc on la déclare dramaturge, puis on fait genre on n'a pas compris, et ça marche. Mais ça prouve bien que c'est possible. Par contre, l'autre question, c'est l'accès à ce droit. Et là, mais tu t'as répondu en fait, c'est-à-dire que c'est pas... En fait, ça n'a de sens que si c'est pas que pour les artistes en fait. Parce que sinon, on va se poser le problème de la question de madame, c'est qui est artiste. Et actuellement, c'est pas le cas pour les intermittents du spectacle, puisqu'il faut... Alors, il n'y a personne qui décide que tu es artiste, à part le marché. C'est-à-dire que si tu arrives à travailler 507 heures dans l'année, ça prouve que le marché vote toi, donc ça prouve que tu es artiste, donc tu as accès aux conditions particulières qui est un régime dérogatoire en fait, de l'intermittence du spectacle. C'est pas pire, c'est quand même mieux qu'un jury qui dirait ah bah lui c'est un comédien, lui joue mal. C'est quand même moins pire que ça, mais c'est que ça reste quand même quelque chose qui fait que c'est ta capacité à monnayer ton travail pendant 507 heures qui fait que tu vas être tranquille pour le reste de l'année. Et après on le détourne. À tel point que ça pose la question de... et c'est pour en revenir, parce que finalement on a assez peu parlé de gratuité d'accès dans le débat, c'est qu'un autre problème de la gratuité d'accès, c'est que je pense qu'elle est très souhaitable, mais que tant qu'on n'a pas réglé la question du monde capitaliste autour, elle peut avoir plein d'effets pervers et contre-productifs. Qui est que actuellement le prix d'une place de spectacle, d'un livre, etc., c'est malheureusement le seul lien qu'on a avec le public, c'est-à-dire avec celui qui est quand même un peu important. Non pas que le goût du public serait un bon goût, mais quand même. Sinon, quand c'est gratuit, le seul qui va faire le tri, c'est l'acheteur. Donc c'est celui, dans le cas d'un spectacle, par exemple, si le spectacle est gratuit, complètement,
il y a un effet pervers, c'est que le goût du directeur de théâtre devient la seule norme et que son goût s'impose à tout son public. Puisque s'il ne vend pas les billets de spectacle, et le goût du public ne compte plus en fait, puisqu'il est plus lié à... Attention, je ne dis pas que je suis pour ça, mais je dis qu'en contexte capitaliste, si on passe à la gratuité totale, il va falloir qu'on pense à l'avance à des instances démocratiques qui permettent de gérer de manière beaucoup plus fluide la programmation. Parce que sinon, le spectateur, le lecteur, il n'y a pas de mot en art plastique. Comment on dit celui qui regarde un tableau, c'est un spectateur ? Ouais, le spectateur. Le regardeur, ouais, c'est... l'observateur, je ne sais pas. Enfin, il faut vraiment qu'on ait ce lien-là et qu'il soit démocratique. Et souvent, c'est une question qu'on évacue parce que sinon, ce qui nous guette, c'est l'art d'État. Ou sinon, le prescripteur, ça peut être soit le directeur, le programmateur, soit l'envoyé du ministère. Et ça, on sait d'avance que ça va être pourri. Parce que les rares fois où on a testé, c'est encore pire que tout. Donc il y a cette petite réserve. Attention, qui ne dit pas qu'il ne faut pas, moi je suis pour la gratuité d'accès, mais qui est qu'il faut bien être sûr qu'on ait des instances collectives qui nous permettent de faire circuler les œuvres, d'avoir la diversité des artistes, et que pour le coup, le public ait son mot à dire d'une manière ou d'une autre. Parce que pour le moment, le seul petit lien qu'on a avec... Moi, je vois, par exemple, je suis dans une catégorie de théâtre en ce moment mal aimé, qui est le théâtre populaire. Les seules fois où on arrive à passer, c'est que des fois, on fait une représentation comme ça, c'est blindé. En fait, nous, on arrive à nous diffuser qu'on est condamné à la standing ovation. Parce que comme on est dans un style qui n'est pas bourgeois, ce qui fait quand même que des fois, on nous achète le spectacle, c'est que quand on arrive à le jouer, les gens sont debout pendant 10 minutes. Sinon, ça ne se diffuse pas. Donc si on nous enlevait ça, si c'était gratuit, nous, paradoxalement, on ne serait plus diffusé. Donc il y a un petit truc comme ça. Voilà. C'est une question, une piste. On va faire tout d'un coup oui, c'est Colline qui avait une question. On va faire paritairement et on repassera à monsieur. C'est assez bizarre de faire une intervention avec un masque, mais bon. En fait, moi, je me situe plus du côté des intermédiaires qui ont été vivement critiqués dans ce débat. Et en fait, je pense que quelque part, dans le coût de fabrication d'une œuvre, la rémunération de l'intermédiaire doit aussi être pensée, parce qu'il y a bien évidemment les méchants intermédiaires qui vont chercher à faire du capital et qui vont chercher à faire de l'argent sur le dos d'un artiste. Mais il y a aussi les intermédiaires qui travaillent et qui font en sorte que l'œuvre soit diffusée, soit vue par le plus grand nombre, ce qui est aussi, quand on est artiste, un objectif, que son œuvre soit vue. Et que quand on est artiste, on sait faire des œuvres, mais on ne sait pas forcément comment les distribuer. Et je pense que dans le coût de réalisation, en fait, ces personnes sont souvent les intermédiaires. Il y a les différents niveaux d'intermédiaires aussi. Il y a ceux qui sont très mal rémunérés, parce que dans le milieu de la culture, ces personnes-là sont souvent payées au SMIC, voire un peu plus de temps en temps, mais pour des heures qui sont indécentes. Et on ne peut pas penser la rémunération, la gratuité de l'accès à l'art sans inclure ces personnes dedans qui font un travail aussi de médiation culturelle. Mais en fait, je rejoins un peu les questions qui ont déjà été posées depuis le début. J'ai l'impression qu'en fait, cette question de la socialisation, elle est très intéressante parce qu'effectivement, elle arrive à amener en fait la question de l'art, en fait, ou l'objet de l'art, en fait, au niveau du débat public. Ce que j'entends dans ta réponse, Aurélien. Dans un même temps, moi, ce que je trouve quand même étrange, c'est que puisque l'objet c'est la question de la gratuité, il y a l'implicite en fait que l'art c'est bien. Je crois que ça c'est un truc duquel il faut absolument sortir en fait en termes de représentation par rapport à la culture, de partir du présupposé que l'art, la culture c'est bien. Parce qu'en fait la culture en fait c'est une donnée complexe et qui peut intégrer des questions de conservation, de patrimoine, d'identité, ou des questions, au contraire, de multipolarité. Et le problème, en fait, c'est la façon dont a été posé l'enjeu du débat a le désavantage, en fait, de ne, encore une fois, pas poser la question de ce que fait l'art à proprement parler. Et aujourd'hui, en fait, c'est une question, en fait, parce que moi-même, je suis acteur culturel. Pour le coup, je rejoins Madame plutôt dans le sens de l'intermédiaire, parce que je pense en fait qu'il y a dans le travail d'intermédiaire, il y a de la co-réalisation artistique.
Et ça, c'est vraiment important quoi, de l'entendre. Et donc, la question intermédiaire, en fait, il ne faut pas le vulgariser ou le caricaturer. Et donc il y a ce point-là, en fait. Et donc, du coup, la question quoi, de qu'est-ce qu'on produit, en fait, exactement quand on fait de l'art, quand on crée, quoi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à le poser parce que même dans les discussions, ça commence à disparaître. Tout le dispositif critique par rapport à la réception de l'œuvre d'art disparaît. Vraiment, pour avoir suivi en fait la critique journalistique en fait au niveau de la réception de l'œuvre, il y a de moins en moins la capacité à développer quoi. On voit l'exemple par exemple du Cahier du cinéma récemment, qui était une des dernières revues assez fortes en fait au niveau critique sur comment raconter, comment on fait du cinéma. Et je parle pas du cinéma en particulier, je parle de la façon dont on produit de l'analyse en fait. Cette analyse n'a pas lieu. Dans la socialisation, comme tu en présentes le modèle, Aurélien, j'ai l'impression qu'en fait, encore une fois, en fait, on pose la question de qu'est-ce que produit l'œuvre d'art. Voilà. Merci. Moi, j'étais vraiment super d'accord avec pas mal de trucs. Enfin, je trouve que chacun a une petite part de la vérité dans tout ce qu'on entend. Mais je trouve super intéressant cette histoire de la socialisation, donc évidemment, et du salaire à vie. Mais effectivement, pas du tout réservé aux artistes. Parce que ça... Pour moi, ça me semblerait un privilège tout à fait exorbitant, que je récuse totalement. Effectivement, qu'on l'appelle allocation universelle, salaire à vie, il y a à décrocher pour tous le salaire de l'emploi, et enfin, en tout cas les moyens de subsistance. Et c'est peut-être ça qui permettra d'approcher un peu mieux la notion de qu'est-ce qu'être un artiste, parce qu'en fait, être un artiste... Enfin, pouvoir être un artiste, se le permettre, c'est d'abord et avant tout avoir du temps, ce que peu de personnes ont sur cette terre. Donc, moi, je serais super intéressée à ce qu'il soit permis à tous d'être un artiste, c'est-à-dire pas de vendre des œuvres, hein, mais d'exprimer quelque chose de cet ordre-là. Et je crois que je ne trahis pas Marx en disant ça. Voilà. Alors, on va répondre à tout ça. Merci à tout le monde. Je me permets de répondre directement à ce que vous disiez sur le temps libre. Pour la petite histoire, la France Insoumise organise des campagnes de rentrée. Et le groupe Culture avait proposé une campagne sur le temps libre, justement. Qui est, on l'a pu le voir ces derniers temps, dans la bataille pour les retraites et dans la formation politique de notre stratégie et de notre discours et du monde qu'on va proposer d'ici 2022, que la question du temps libre, du temps de travail dans la vie, du temps où on peut faire autre chose que produire de la valeur, surtout de la valeur monétaire, est cruciale, et que, bien entendu, les politiques culturelles font partie de cet élément-là, mais que le problème est bien plus vaste. Et il va de soi, je crois, que la bataille pour les jours heureux est une bataille pour un temps libre, et un temps libre qui peut être de qualité pour toutes et tous, peu importe ses goûts, ses affinités et ses envies. Alors on a une... on a... Qui veut répondre sur... Oui, concernant les intermédiaires, la question qui a été posée, c'est évidemment qu'il y a des bons et des mauvais intermédiaires, et les intermédiaires peuvent être tout à fait intéressants dans la présentation des œuvres. Voilà, d'ailleurs, ils s'organisent de manière coopérative aussi.
des choses entre les artistes et les professionnels de la diffusion. Je pense que c'est ce type de fonctionnement qui est à encourager, mais on sait aussi qu'il y a malheureusement des prédateurs, quoi. qui s'accaparent les choses. Voilà. Après, juste une précision ici sur la question de qu'est-ce qu'est l'art. Nous, en tout cas, au groupe thématique culture, on ne s'autorise pas à dire ce qu'est de l'art et ce qui n'est pas de l'art. Ça relève d'abord de l'histoire, des historiens d'art, ça relève des spécialistes de ce milieu, des gens qui s'organisent dans ce secteur. Le politique a juste le rôle de permettre que ça puisse exister. Mais c'est pas, en tout cas, ce ne sera jamais à nous de dire ce qui est l'art et ce qui ne l'est pas, si c'est un artiste ou si ce n'est pas un artiste. Ce n'est pas notre rôle. Je veux bien compléter. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'art exactement. Enfin, je ne saurais pas le définir. En tout cas, je sais c'est ce que je fais. Et par contre, je sais ce que c'est la culture. La culture, c'est ce que les intermédiaires produisent avec ce que je fais moi. L'art, c'est différent de la culture. Et moi, j'ai besoin des intermédiaires. Je ne suis pas vent debout contre les intermédiaires. J'ai des préférences, c'est-à-dire que oui, j'ai besoin des médiateurs, des médiatrices pour travailler. J'ai besoin des critiques d'art pour écrire des papiers sur ce que je fais. J'ai besoin des commissaires d'exposition, des programmateurs. Donc oui, on est dans de l'ordre du partenariat, quoi. Un partenariat de travail pour produire de la culture. Et il faut effectivement associer le public. Et c'est le sens de la proposition de Sécu de la culture avec des assemblées qui incluent notamment des citoyennes et des citoyens qui rappellent qu'il y a un public en face. Ouais, juste deux choses. Je ne vais pas dire des choses très très différentes de ce qu'ont dit Daniel et Victoria, mais sur la question des intermédiaires, évidemment que c'est pas... Mon propos n'est pas de supprimer les intermédiaires, c'est de savoir quel intermédiaire on soutient et quel univers on fait monter face à un univers qui est aujourd'hui dominant. Et c'est même pas une question de morale, c'est pas savoir s'il y a des gentils ou des méchants, ou des bons ou des mauvais. Même, je veux dire, dans un système démocratique et qui nous semblerait idéal, il y aurait des mauvais intermédiaires et des mauvais artistes. Mais c'est pas tant ça le propos. Le propos, c'est plutôt de quelle logique économique et entrepreneuriale on souhaite éliminer et en miroir laquelle on souhaite faire advenir. Voilà, donc c'est tout le sens de la proposition de sécurité sociale de la culture qui s'adresse quasiment exclusivement aux intermédiaires et aux structures, au milieu professionnel en tout cas. Et par ailleurs, sur la question du salaire, évidemment, salaire pour toutes et tous, et je suis pour un salaire à vie pour mon éditrice et pour un salaire à vie pour l'éditeur que je connais, là, qui est là dans la salle, tout autant que pour nous. Voilà. Après, sur la question de l'intermittence, évidemment, le seuil d'entrée, c'est une des batailles. Si on parle de choses à faire dans l'immédiat, c'est la bataille pour l'abaissement des seuils d'entrée dans le régime. La CGT Spectacle se bat pour 250 heures sur 12 mois. La CIP, donc, a son nouveau modèle et dit entrée à 0 heure travaillée. Donc ça, c'est un bel objectif. Et c'est évidemment une bataille qui n'est absolument pas technique, qui est tout à fait politique, puisque c'est justement de casser la mainmise du marché sur qui est artiste, qui a droit au salaire surtout. Qui a droit au salaire. Voilà, donc bataille décisive. Et sur la question de ce que produit l'œuvre d'art, de savoir... comme l'a dit un peu Daniel, c'est pas trop le propos de ces propositions. Le but, c'est justement de créer les conditions idéales pour qu'on puisse s'engueuler à ce propos et retrouver, et pas s'engueuler dans le vide, parce que ça, on peut le faire aujourd'hui, mais s'engueuler pour produire des effets concrets et voir ce que ça donne comme art et, une fois que les intermédiaires ont fait leur travail, comme culture. Voilà. J'ose finir aussi une petite réponse pour ces dernières interventions, et puis après on terminera la réunion, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont commencer bientôt. Pardon ? Oui, tout à fait. Je précise ça juste après. Rapidement sur l'ensemble, encore une fois,
sur les intermédiaires. De toute façon, bien entendu, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit sur les différents intermédiaires plus ou moins utiles et vertueux. Mais après, on retrouve très rapidement la question de la valeur effective du travail dans la production. C'est-à-dire que les intermédiaires qui travaillent à la diffusion et à la réalisation, et en effet à la co-réalisation et à la co-création des œuvres sont d'un précieux incroyable, et notamment leurs moyens sont à augmenter en termes de cette diffusion-là et en termes d'éducation artistique et culturelle en amont, après, etc. Et ça, ces travailleurs-là ont une valeur effective dans la production et la diffusion des œuvres qui est intense et immense, au contraire des personnes qui, comme dans tout autre secteur, spéculent sur les choses qui sont produites et qui en fait n'apportent strictement rien à ce processus-là. Et une dernière chose sur la question de la gratuité, qui en effet ne peut pas apparaître du jour au lendemain, tout comme tous les systèmes dont on parle sont des questions de planification et des questions de travail à moyen terme, enfin court, moyen et long terme, tout comme nous proposons en 2017, et on va travailler à approfondir là-dessus, on proposait de commencer la gratuité dans tous les lieux culturels hors spectacle vivant à partir du dimanche, puis ensuite continuer pour voir les autres jours de la semaine et voir comment ça fonctionne. Il y a d'autres expériences, il y a des expériences qui actuellement dans divers lieux culturels publics sur le rapport à l'argent et au ticket d'entrée. À un lieu qui s'appelle les Plateaux Sauvages dans le 20e arrondissement de Paris, avec qui on travaille, qu'on a rencontré durant la campagne des municipales à Paris, Daniel et moi, qui propose une tarification responsable. C'est-à-dire que c'est vraiment un théâtre qui est dans un quartier populaire, et les personnes qui viennent voir des spectacles donnent non pas à la valeur qu'ils jugent que l'œuvre qu'ils vont voir va avoir, mais donnent ce qu'ils peuvent. Il y a plusieurs propositions qui vont de 2 à 20 ou 30, même 40 euros. C'est juste plusieurs tarifs possibles. Et chacun donne comme il ou elle peut, ce qui permet de ne pas avoir à justifier aussi de ses revenus pour avoir une réduction, ce qui peut être une humiliation aussi dans un lieu culturel. Voilà, moi je suis chômeur, je vais avoir le tarif du pauvre, et mon voisin qui a la chance de travailler, lui il va avoir le tarif normal, et c'est tout à son honneur. Donc c'est aussi des questions de rapport qu'on entretient, toujours cette question de la valeur et du crédit qui est donné. Et il y a aussi d'autres systèmes de solidarité qui sont mis aussi en place dans les Plateaux Sauvages, comme le ticket suspendu, qui est sur le même principe du café suspendu, où des personnes achètent un billet pour quelqu'un d'autre qui ne pourra pas l'avoir. Et je crois que ces dynamiques-là, qui sont en fait des dynamiques de solidarité active dans l'approche des arts et de la culture, est quelque chose de très intéressant et de très précieux, et qui gagnerait à être diversifié et à se répandre sur le reste du territoire. Voilà, et d'ailleurs, au final, même des premières années d'expérience qui ont été faites, l'administratrice des Plateaux Sauvages nous disait qu'ils gagnent plus que si ils avaient une tarification fixe, et ce qui est souvent le cas dans ce genre de situation par ailleurs. C'était juste pour ajouter que j'étais intermittente pendant 25 ans en tant que metteuse en scène. Bien sûr, justement, la difficulté, ça m'a amené à travailler à des postes très peu payés de l'industrie du cinéma en tant que figurante, parce que je ne trouvais pas d'argent pour soutenir mon travail de metteuse en scène, qui était pas très mainstream. Et du coup, je voulais parler du fait que dans l'intermittence, quand même, effectivement, le problème, c'est bien, hein, mais il y a le problème qui subsiste de l'inégalité des salaires, évidemment, qui fait qu'après, on rentre dans l'intermittence avec... on est une intermittence un peu minable, ou un peu, alors qu'on fait, quand on est figurant, les boulots les plus durs, ceux où on est maltraité. J'ai découvert qu'il y avait vraiment... j'ai découvert à cette occasion, en faisant de la figuration, que c'était vraiment... très très compliqué de faire ça, qu'on était maltraité, mal payé, méprisé, humilié la plupart du temps. Ça a été une très bonne expérience, et ça a été une si bonne expérience que j'ai finalement décidé d'arrêter de chercher à vendre mon travail, et que je suis redevenue
prof dans l'éducation nationale. Je bénéficie donc d'un salaire à vie en étant prof et je n'en suis pas moins artiste. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser la place à la conférence qui va venir. Juste à préciser 2 éléments. Juste maintenant va commencer à la librairie qu'il y a juste en face aux éditions Bruno Le Prince et 2031 la dédicace du livre Res Publica Res Cultura de notre camarade Michel Larive, député aux affaires culturelles avec qui nous travaillons et qui mène le front et le combat dans les rangs de l'Assemblée nationale pour les arts et la culture comme les envisage la France Insoumise. Je vois Michel qui est en train de s'installer là-bas. Je vous invite à aller discuter de ce tout nouveau livre avec lui. Et nous l'espérons demain recevoir les exemplaires de Notre Condition d'Aurélien Catin qui, si nous les recevons, seront disponibles également à la librairie, non pas celle-là, mais la librairie militante qu'il y a là-bas dans le village. Merci beaucoup et à demain, sûrement, pardon, excuse-moi. Oui, juste pour compléter, on vient de finir le deuxième tirage du bouquin, donc dans tous les cas, il sera disponible sur le site de Riot Édition, Riot comme une émeute, d'ici quelques jours ou une semaine. Merci à vous et à demain. On va parler des industries culturelles. Merci.